À votre service avec Ingrid. Ce midi, dans À votre service, gros plan sur le coaching professionnel. On entend beaucoup parler des coachs, que ce soit des coachs sportifs ou des coachs professionnels, mais qui sont-ils vraiment, ces coachs professionnels ? On va poser la question à Jean-Noël Bruer qui exerce cette profession. Jean-Noël Bruer, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur la première. Alors vous-même, donc vous êtes coach. Qu'est-ce que c'est qu'un coach professionnel ? Le coach professionnel est avant tout un professionnel. Quelqu'un qui a été formé à ça et qui a derrière lui une carrière conséquente pour pouvoir s'adresser à des personnes qui sont dans des problématiques professionnelles. Il faut parler le même langage. Mmh. Il pratique une discipline qui est quand même assez spécifique, qui consiste en un accompagnement des personnes dans des problématiques qui les touchent. Le tout ça dans le respect d'eux-mêmes et de leur environnement constituant leur entreprise et leur famille en général. C'est une discipline qui a un certain nombre de spécificités. On dit que c'est la thérapie du bien portant. Ça ressemble beaucoup aux psychothérapies. C'est ça. Mais ça n'en est pas. C'est très différent de la psychothérapie ? On peut dire que c'est exactement pareil, mais ça ne s'adresse pas aux mêmes tranches de temps. Le coach est dans le maintenant, le ici et le futur. Alors que le thérapeute s'intéresse à l'origine des problématiques. Dans le passé, donc. Oui, et dans le passé. Il peut vous demander comment ça se passait avec vos parents. Mmh. Alors que le coach peut faire des incursions dans ce domaine-là, mais extrêmement brèves. Il n'est pas dans la thérapie. Mmh. D'ailleurs, il se défend de s'adresser à des gens qui ont des psychoses ou des névroses très graves. Ah. L'idée, c'est de les adresser à des vrais professionnels qui sont armés pour ça. Mmh. C'est quelqu'un qui se met inconditionnellement de votre côté. On peut dire qu'il est un allié inconditionnel. Il ne voit que vos qualités. On peut dire qu'il porte des lunettes roses. Donc il vous voit tout en rose. Voilà, c'est ça. Vous êtes pour lui un champion. C'est là que ça se rapproche du coaching sportif. Le coaching sportif valorise vos qualités. Il croit en vous. Il croit en vous et puis il met en évidence vos qualités en laissant de côté vos défauts. Mmh. Le coach professionnel, c'est la même chose. Est-ce que le coach y croit en vous quand vous-même vous ne croyez pas en vous ? C'est peut-être un peu le but. Mmh. Il vous incite à voir le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. La positivité donc. Positif. Nos défauts, on les aura toujours. Mais c'est pas la peine de s'appesantir dessus. On a été habitués pendant toute notre enfance, ne serait-ce que dans les dictées à l'école, à compter les fautes. Le coach compte les bons points, les tournures correctes dans les copies. Il s'appesantit là-dessus et ça marche. C'est un système qui permet d'entraîner une spirale de réussite. La méthode Coué ? Un peu ça. Un peu ça, oui. On peut appeler ça de la PNL aussi, programmation neurolinguistique. La PNL, qu'est-ce que c'est ? Programmation neurolinguistique. C'est un ensemble de techniques qui permet d'agir sur les effets et non pas sur les causes. Les effets, non pas sur les causes. C'est-à-dire ? Je suis bloqué dans certaines situations. Je ne cherche pas pourquoi. Je cherche à me débloquer par des techniques très spécifiques qui font partie de la PNL. On reprogramme ce qu'on appelle les boucles neuronales pour qu'elles donnent des résultats différents. Donc chercher à se sortir du problème et pas en chercher les causes. Voilà, on ne cherche pas la petite bête. On cherche à aller mieux, quelle que soit l'origine. Et ça part aussi du principe selon lequel on peut prendre modèle sur quelqu'un qui réussit pour réussir soi-même, sans chercher à savoir comment il fait. Intéressant. C'est très intéressant, c'est toute une science. Alors Jean-Noël Bruer, on revient au coaching professionnel. Vous-même, vous avez une formation d'ingénieur à la base. Vous avez fait une longue carrière dans des bureaux d'études et dans diverses administrations. Et puis en 2008, vous êtes décidé à vous tourner vers l'accompagnement professionnel. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper des autres ? Il y a l'envie de changer qui est présente chez tout le monde. Et l'impression que j'avais fait un peu le tour de la question. Être ingénieur, c'est dans la technique. Oui. Et dans l'humain aussi, on fait de l'encadrement. Mais l'humain, dans un cadre hiérarchique. Bien défini. Bien défini, hiérarchique. Alors que là, j'avais envie d'ouvrir un peu le capot, de voir ce qu'il y avait dans le moteur. Dans le moteur, quoi, dans la tête des gens. Une envie d'un peu de fouiller, Voilà, de curiosité. Pour être coach, il faut avoir un minimum d'empathie.
c'est peut-être pas forcément la meilleure qualité pour un ingénieur, mais pour un coach, c'est très bien. Être empathique. Se mettre à la place des autres. Voilà, savoir ressentir les émotions des autres, sans souffrir pour eux, mais savoir les ressentir. On ne prend pas leurs problèmes, on n'éponge pas leurs problèmes, mais on essaie de se mettre à la place de la personne qu'on suit et on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Exactement. On n'est pas dans la sympathie, on n'est pas dans l'antipathie, on n'est pas dans l'apathie. On est dans l'empathie. Voilà. On partage et on essaie de se mettre à la place. Exactement. Alors, pour être coach, est-ce qu'il y a une formation particulière? Vous parliez tout à l'heure de thérapie et de psychanalyse. Est-ce qu'on suit un genre de cursus scolaire pour apprendre un peu à être empathique, ou est-ce qu'on l'est déjà un petit peu à la base, mais est-ce qu'on a des formations justement pour approfondir ce côté empathique? L'empathie, elle vient avec l'empathie, en fait. Elle se nourrit d'elle-même. Elle se nourrit d'elle-même. Plus on est empathique, plus on le devient. Ah. Moi, je parle de moi. Peut-être on me dira le contraire, mais ce que j'ai ressenti dans mes 10 ans de carrière, devenir coach, c'est d'abord avoir un savoir-être avant d'avoir un savoir-faire. Il faut une grande qualité d'écoute, comme je disais tout à l'heure, disposer d'une grande empathie, d'un bon esprit d'analyse, acquis avec une expérience professionnelle pertinente, de synthèse également, savoir communiquer, s'affirmer. Il faut savoir contrer le client. Oui, justement, parce que ça revient à l'empathie. Est-ce que si on n'est pas trop dans l'empathie, justement, ça brouille pas un peu les pistes et ça fausse pas un peu la vision qu'on a de la personne qu'on suit? On a tendance à vouloir pleurer avec l'autre, ce qui n'est pas le but. Le but du coach et du coaching en général, c'est de donner une vision neutre, mais bienveillante, de la problématique de la personne. Il faut savoir s'adapter aussi. Moi, je reçois des gens d'horizons extrêmement divers. Médecins, chefs d'entreprise, étudiants. On va y revenir dans un instant. Qui peut consulter un coach? Est-ce que tout le monde, une fois dans sa vie, peut consulter un coach? Ça reviendra à une question qu'on va se poser dans un instant. On écoute un petit peu de musique, Jean-Noël Bruyère, et puis on revient là-dessus dans un instant. Je finirai la réponse à la question tout à l'heure. Pas de problème. Voici One République sur la première, et vous aussi posez vos questions à Jean-Noël Bruyère, coach professionnel, qui est là pour vous répondre. 02 62 99 2000 ou par SMS 70 2000. All the Right Moves, c'était One République sur la première, et aujourd'hui, dans votre service, nous avons avec nous Jean-Noël Bruyère, coach professionnel. À votre service sur la première. Jean-Noël Bruyère, à qui vous pouvez évidemment poser toutes vos questions en direct au 02 62 99 2000 ou envoyer vos messages à Jean-Noël Bruyère, coach professionnel, 06 92 70 2000. Alors, Monsieur Bruyère, juste avant la musique, on était en train de lister un peu les formations et les manières dont on devenait coach. On peut continuer là-dessus ? Alors, j'étais sur le savoir-être. Le savoir-être. Voilà. Alors, cause pas dans mon micro. En plus, dans le savoir-être, il y a aussi un travail sur soi à faire, nécessaire auprès d'un psychanalyste ou d'un psychothérapeute. Un peu comme les psychanalystes qui passent eux-mêmes une psychanalyse avant d'exercer. Un suivi est indispensable. Ne serait-ce que pour ne pas plaquer ses propres problèmes sur les problèmes du client. C'est le risque aussi, ça. Oui, une personne qui n'a pas ce savoir-être-là peut être néfaste, nuisible au client. Et ne pas remplir son rôle de coach qui est là pour accompagner, pour valoriser la personne dont elle s'occupe, au final. Oui, et elle peut aussi être non seulement inefficace, mais aussi contre-productive. En quoi ? Ça peut vacciner la personne contre ce genre de démarche. Si ça se passe très mal, elle peut avoir une mauvaise opinion, tenace sur cette profession, décider de ne plus y avoir recours, même s'il en a besoin un jour ou l'autre. Un peu comme les gens qui ont des mauvaises expériences du dentiste et qui, une fois, quand ils étaient petits, sont allés voir un dentiste qui n'était pas tout à fait au point pour les enfants, et du coup, toute leur vie, ça les suit, et ils ont une espèce de phobie du dentiste, alors que pas du tout au final. Oui, c'est un peu ce qui me rapproche du métier de dentiste. Ah.
c'est une plaisanterie. J'allais déjà vous demander si dans une de vos vies antérieures, vous étiez dentiste. J'ai été soigné des dents de très nombreuses fois et je comprends ce que vous me dites. C'est ça, moi aussi. Alors, une espèce de peur du dentiste. Oui, après, il y a le savoir-faire à acquérir. Il est indispensable pour devenir coach d'avoir fait une formation spécifique au coaching. Il y a des techniques très très spéciales, très spécifiques, notamment en matière d'écoute, de positionnement vis-à-vis du client, qui sont obligatoires. On ne s'improvise pas coach, même si on a tout le savoir-être possible. Il y a des certifications, des écoles qui forment à ça. Vous avez des écoles localement. Il y en a aussi qui font des formations à distance avec un peu de présentiel. Ça peut être en métropole, ça peut être au Québec ou ailleurs. Si vous voulez faire en français, mais si vous voulez faire... je connais des personnes qui ont fait ça aux USA, qui parlent très bien l'anglais. Si vous parlez l'anglais, évidemment. Voilà. Un certain nombre d'outils aussi, en plus de cette certification, de cette formation, sont indispensables pour pouvoir analyser les personnes et leurs problématiques, leur fournir des outils pour s'en sortir. J'ai parlé de la PNL tout à l'heure, l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette chose, monsieur de Bruyère? J'ai l'impression de parler une langue étrangère. C'est un peu ça, nos auditeurs, ils doivent se demander aussi qu'est-ce que c'est que ce truc. L'analyse transactionnelle, c'est une science qui a été créée par un psychiatre américain. Il s'appelait Eric Berne, je crois, et qui a observé les transactions entre les personnes. Une transaction, c'est ce qu'on fait en ce moment. Un échange. On parle, les échanges verbaux. Et il a observé que quand on est à deux personnes et qu'on échange, on est dans des états du moi. Un des états du moi, parent, adulte, enfant. Quand je vous parle actuellement, je vous parle de choses comme si j'étais un professeur. Je me positionne en tant que parent. Je vous apporte de l'information. Vous êtes à l'écoute. Comme en nos ce moment auditeurs. précis, comme les auditeurs, vous êtes dans une situation d'enfant, dans l'état du moi enfant. Et les transactions correspondent à ça. Et en fonction de la façon à laquelle la transaction se fait, il y a des positions de vie qui s'installent. Position plus, position moins. C'est-à-dire J'ai de la valeur ou je n'ai pas de valeur. Et cette analyse transactionnelle est très utile pour analyser justement les relations dans le travail avec les clients du coach. Une situation conflictuelle vient souvent d'un mauvais positionnement. Pour arrêter un conflit, le meilleur moyen, c'est de se mettre en position adulte, parler de ce qui se passe. Prendre de la hauteur? De la hauteur et parler de faits précis. Ne pas être sur l'autre, ni au-dessous. Dire, vous avez une attitude agressive vis-à-vis de moi, que se passe-t-il? Ça, c'est adulte. On parle de faits. Et pas alimenter le conflit. On aurait pu l'alimenter, mais l'idée, c'est de se mettre en position adulte. D'accord, ça c'est l'analyse transactionnelle. Je recommande à tous les auditeurs de lire des livres là-dessus, c'est très intéressant. Donc ça c'est un des outils qui permet de devenir coach, un peu comme la PNL. Il y en a d'autres des outils qui vous aident? Il y a l'énéagramme, je ne vous en parlerai pas parce qu'il me faudrait un quart d'heure. Mais ça, ce sera une autre émission, monsieur Bruyère, vous avez tellement de choses à dire. La Processcom. Ah, encore une autre émission, allez. La théorie organisationnelle de Berne. Je pourrais en citer, mais bon, c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui. Alors, donc on a vu, le coach doit avoir une formation quand même à la base pour devenir coach, mais qui peut faire appel à lui, au coach professionnel? N'importe qui, une fois dans sa vie professionnelle, peut se dire, tiens, je me sens pas bien, j'ai un petit mal-être, je vais voir un coach? Oui, on a toutes personnes de tous niveaux sociaux viennent nous voir. Des personnes qui ont besoin de changer ou de s'adapter à un changement. Il peut y avoir une personne qui est à un niveau hiérarchique et qui passe au niveau supérieur. Ça se prépare aussi, ça. Ça se prépare, ça s'accompagne. Oui, on n'est pas toujours préparé à évoluer tout de suite là. Et surtout que parfois le changement ne vient pas de nous, mais il est un peu imposé. Ça arrive, ça? Oui, ça peut que les arriver. gens s'adaptent mal au changement et à l'évolution dans une carrière professionnelle? En général, quand on passe d'un niveau N à un niveau N+1, c'est-à-dire au niveau supérieur,
c'est valorisant, mais même si c'est imposé, c'est accepté. Le contraire, quand on descend, passe d'un niveau au-dessous, un niveau au-dessous. Alors là, c'est beaucoup moins bien accepté. Et ça mérite un accompagnement, ne serait-ce que pour expliquer ce qui se passe. Il y a le processus de deuil à connaître aussi. On fait le deuil de sa situation antérieure pour accepter la nouvelle situation. Et ça marche dans un sens et dans l'autre, quand on monte ou quand on descend. Quand on passe du statut d'expert à celui de manager ou de dirigeant, il faut faire le deuil de son statut d'expert. Ne pas essayer de reproduire ce qu'on faisait avant et se focaliser sur les tâches qui vont nous incomber par la suite et qui sont forcément pas les mêmes. On demande à un manager des choses différentes de celles qu'on demande à un expert. Donc, notamment l'encadrement, tout ce qui est discipline, une vision de l'action commune à faire passer par ses collaborateurs. Parce qu'on ne s'improvise pas manager et c'est tout un travail à faire sur soi-même peut-être ? Oui, il faut déjà savoir ce qu'on demande à un manager. Le coach peut aider à l'expliquer. À mettre ça à transcrire la demande qui a été transmise. Oui, alors le client arrive avec cette demande, m'adapter à mon changement de niveau. Il arrive aussi avec des incidents qui émaillent sa journée. Il se passe des choses qu'il ne comprend pas, des conflits qui naissent, une sorte de confusion. Et le coach met ça en perspective par rapport à ces théories sur le changement de niveau, sur ce qui est demandé à un manager, comment changer du statut d'expert au statut de manager, et aide la personne à comprendre et à corriger son attitude. Parce que comme on dit souvent, on a un peu la tête dedans et on ne voit pas forcément ce qui se passe autour. Et c'est ça aussi le rôle du coach, de sortir un peu la personne qui suit de son milieu et de lui faire prendre un peu de hauteur et qu'il voit les choses avec un peu plus de perspective. C'est ça, ça s'appelle ouvrir son cadre de référence. Ouvrir son cadre de référence. On a tous un cadre de référence, on voit comme à travers un objectif de caméra, et on ne voit pas ce qu'il y a autour. On fait le plan large après. On prend le grand angle et on ouvre. On ouvre. Et là, ça se passe mieux en général. Oui, il y a des prises de conscience. Alors, Jean-Noël Bruer, comment bien choisir son coach ? Est-ce qu'on y va au petit bonheur la chance ? On fait les pages jaunes et on dit, tiens, lui, il a un nom qui me plaît bien, je vais le prendre ? Ou il y a des moyens de le choisir, son coach professionnel ? Actuellement, il y a énormément de coachs et on a vraiment l'embarras du choix. Le risque, c'est de tomber sur la mauvaise personne et d'arriver, comme je vous disais... Avoir une mauvaise expérience, une mauvaise expérience qui vous immunise, qui vous prévient de revenir à cette discipline quand vous en aurez vraiment besoin. Alors, le premier critère, c'est la renommée. La personne qui est en vue. Et comment on vérifie une renommée ? Le bouche à oreille. Les publications aussi. Les publications sur Internet. La personne qui a un site Internet qui explique, qui se montre, qui fait des clips vidéo, par exemple. On arrive à voir que c'est une personne sérieuse ou pas. Parce que si elle ose se mettre en comment dire, se médiatiser un peu, c'est qu'elle a quand même un peu de bagage. Oui. Il faut une personne qui a de l'expérience. Elle peut parler de ses références aussi sur son site Internet. Son cursus. Quelqu'un qui a eu une expérience professionnelle très longue et très pertinente. Qui correspond peut-être à l'expérience professionnelle de la personne qui veut avoir recours au coach. On choisit un coach qui vient du même milieu que soi ? Et qui a au moins la capacité de comprendre les problématiques qu'on va lui poser. Et ensuite, quels sont les autres critères pour choisir son coach ? Alors, on peut très bien aller sur les annuaires des grandes fédérations de coachs. Il existe un certain nombre de grandes fédérations françaises et internationales. Il y a la Société française de coaching, la Fédération française des coachs professionnels, la Fédération internationale des coachs, International Coaching Federation. Parlez bien anglais, If my English is good. Et qui ont des critères d'admission très très rigoureux. On passe devant un jury
et on est accrédité par les pairs. Donc en listant toutes ces structures, on peut se faire un peu une idée du sérieux et de la qualité du coaching qu'on aura avec la personne qu'on aura choisie. Oui, et après, il y a le plus important. Une fois qu'on est passé par tous ces tamis, par tous ces filtres, savoir si le courant passe. Donc une première rencontre ? Oui, en général, les coachs sérieux proposent une première séance gratuite et sans engagement. Donc on se voit, si on se plaît, est-ce qu'on est capable de... Pardon ? On fait un espèce de diagnostic, on se jauge un peu, chacun... Oui, on se jauge, on fait connaissance. Mais est-ce qu'un coach peut refuser, alors justement, à l'issue de cette première entretien, il se dit, cette personne-là, je la sens pas, elle a trop de problèmes pour moi, je vais décider de ne pas la suivre. C'est une possibilité. Il y a des personnes qui rendent mal à l'aise le coach. Ça n'est pas forcément leur faute. Ça peut être que leur problématique retentit avec la problématique du coach en lui-même. Ça fait résonner quelque chose à l'intérieur du coach. Voilà, ça fait résonner. Et là, le coach honnête dira « Je ne suis pas la bonne personne, je vais vous diriger vers un confrère. » Jean-Noël Bruer, nous arrivons au terme de cette émission, malheureusement. Ça a été passionnant de vous entendre et de vous écouter. Vous reviendrez nous parler d'autres sujets, par exemple de la PNL ou des déclics qui peuvent arriver, des signaux qui peuvent nous alerter sur les changements de sa carrière professionnelle, pourquoi pas. Et puis vous nous expliquerez également comment vous pouvez nous aider pour trouver du travail. Avec plaisir, je reviendrai avec plaisir. Rendez-vous est pris, vous savez où c'est maintenant, vous rentrez, vous toquez plus à la porte et on vous accueillera. Merci bien. Et je vous en prie. À votre service avec Ingrid.